je suis Anne-Claire, je suis déléguée générale de l'association Face à l'inceste. Ce webinaire ce matin, donc, c'était pour aborder que peut faire la littérature de jeunesse et les acteurs du secteur pour lutter contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs. Donc moi, pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans le monde du livre et de la littérature jeunesse, avant de rejoindre, lors de mon dernier poste, donc la charte des auteurs et des illustrateurs de jeunesse. Et en parallèle, en fait, je me suis engagée bénévolement dans la lutte contre l'inceste et notamment auprès de l'association Face à l'inceste en 2021. Suite au mouvement MeToo, livre de Camille Kouchner, et puis avec la création notamment de la commission indépendante de la lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, étant moi-même, puisqu'il faut le dire, étant ce qu'on appelle et ce qu'on dit à l'association une survivante de l'inceste. Et donc je suis persuadée en effet que la littérature de jeunesse et les acteurs peuvent faire beaucoup pour ce combat et pour nous accompagner. L'inceste est un tabou, donc on peut peut-être faire défiler le PowerPoint à la 3e slide, si c'est possible, parce que je crois il est présent. Donc pour vous rappeler, hein, dans les événements majeurs, notamment c'est MeToo, qui arrive en France chez nous en 2018. Ça correspond aussi à un ensemble de publications, alors pas forcément uniquement en jeunesse, mais notamment le livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui a été édité à cette époque. Ensuite, le livre de Camille Kouchner, La famille agrandée. Et il faut savoir que ces deux livres, donc, qui s'inscrivent aussi dans cette vague MeToo, ont eu un impact directement sur la loi, puisqu'il y a une loi, et j'en parlerai plus tard, qui a été votée en 2021, qui vient poser un seuil d'âge de non-consentement. Et puis, je pense que vous l'avez vu aussi en cette rentrée, l'ouvrage de Vanessa Springora a été adapté au cinéma par Vanessa Filliot. Et puis, après un démarrage assez lent, il y a des adolescents, des adolescentes notamment, qui sur TikTok se sont emparés de ce phénomène. Et le film actuellement connaît à la fois une nouvelle recrudescence de spectateurs et spectatrices dans les cinémas. Donc, c'est vraiment un phénomène majeur à souligner. C'est que je pense que les adolescents, notamment, qui ont aussi voté pour Triste Tigre en tant que Goncourt des lycéens, ils sont prêts à ce qu'on leur parle des violences sexuelles. Et surtout, ils sont prêts à avoir des adultes référents pour recueillir leurs paroles. Donc, la littérature de jeunesse a beaucoup à faire. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante pour définir l'inceste. Donc, après MeToo. Merci aux personnes du salon qui font défiler mes slides. Je crois que tout n'est pas visible sur ce que j'ai envoyé. Donc, l'inceste, c'est tout acte de nature sexuelle qui est commis sur un mineur par un ascendant. Frère, sœur, tante, oncle, grand-oncle, grand-tante. Alors nous, on mentionne cousin, cousine, sachant qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, les cousins et cousines ne sont pas mentionnés dans la loi. Les cousins et cousines ne sont pas mentionnés dans la loi parce que le mariage entre cousins et cousines, et avec un cousin ou une cousine, est autorisé dans le Code civil. Voilà, voilà. Sinon, beau-père, belle-mère, c'est un inceste. Donc, pour rappel, hein, c'est un acte avec ou sans pénétration. L'inceste aussi, il peut être moral. Il peut se faire aussi avec le fait de mettre un enfant constamment face à des images pornographiques, avoir des rapports sexuels aussi en présence de ses enfants. Et on a aussi ce qu'on appelle le nursing pathologique. Alors ça, c'est un fait plus rare, mais qui vient souvent des mères, et en fait qui consiste à avoir des gestes de soins inutiles et répétés envers son enfant, et parfois durant de longues années. Et donc l'inceste, pour nous, c'est un crime de lien spécifique. Ce que la plupart des gens ignorent aujourd'hui, c'est qu'on glamourise parfois encore dans certains contenus culturels l'inceste, on minimise l'inceste, mais à l'heure actuelle, bien sûr, ce sont des crimes et des délits qui sont inscrits dans le code pénal, qui sont sévèrement punis. Ce qu'on oublie également, c'est que soi-même, en tant qu'adulte, lorsqu'on a connaissance de faits de violences sexuelles, mais de violences aussi en général à l'égard des mineurs, on a une obligation de signalement aussi en regard du code pénal, et on peut être aussi poursuivi pour non-dénonciation de ces faits.
Sachant que là aussi, il n'y a pas encore d'obligation de signalement, notamment du côté des médecins, puisqu'on arrive aussi parfois dans des situations où des médecins euh, sont sont suspendus dans le cadre de leurs fonctions lorsqu'ils ont fait des signalements. Donc encore aujourd'hui, il y a tout un combat à mener sur ce sujet pour lutter contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs. On peut descendre sur la slide suivante, notamment pour aborder la question du consentement du point de vue de l'inceste et des violences sexuelles. C'est un petit film. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lancer le petit film. Il est très court, il dure 45 secondes. Il y a 2 cauchemars dans mon histoire. Le premier sort de sa cachette quand vient le soir. Rampant, ombre dans la nuit, c'est quand toute la maison dort qu'il se glisse dans mon lit. Le second, censé me porter secours, n'a lui que pour mot. Es-tu seulement sûr d'avoir dit non? Alors voilà, merci. C'est une campagne qu'on a lancée à l'association Face à l'inceste en 2020. Et puis, c'était avant donc, le vote de la loi Billon. Vous Il pouvez y a 2. passer à la slide suivante, à la slide qui se trouve en dessous. Voilà, donc c'était en fait une campagne qui a été lancée. En fait, il faut savoir qu'avant la loi de 2021, il faut vous dire que le 21, avant la loi du 21 avril 2021, on pouvait demander à un enfant, dès l'âge de 3 ans, s'il avait été consentant dans le cadre des violences sexuelles qu'il avait subies. Donc tout ça pour vous dire qu'on est vraiment quand même, d'un point de vue judiciaire et par rapport à cette question, dans un monde littéralement à l'envers. Cette loi 2021, c'est important de l'évoquer parce qu'elle est majeure aussi pour bien comprendre et je pense aussi pour bien défaire nos stéréotypes sur la question de ces éventuels amours adolescentes avec des personnes adultes. Et je crois aussi que l'ouvrage de Vanessa Springora, le consentement, est venu liquider cette question du consentement. Mais aujourd'hui, on a un seuil d'âge qui est défini. Alors après, on a aussi ce qu'on appelle la clause dite Roméo et Juliette, parce qu'on a quand même eu du mal à gagner cette loi de seuil d'âge de non-consentement, qui vient dire que de toute façon, un enfant qui serait sous emprise ou un enfant qui donnerait l'impression de donner son accord dans le cadre de cette relation sexuelle, en réalité ne l'est pas. Et donc, je vous invite et à voir le film et à lire le consentement, mais c'est bien ce que dit Vanessa Springora lorsqu'elle a écrit cet ouvrage. Elle n'était pas consentante et c'était à la fois cet homme et puis sa mère aussi à l'époque et tout un milieu et tout un contexte qui ont été complètement complaisants à l'égard de cette relation avec cet homme Matzneff, mais devant la loi, c'est désormais interdit. Je vous propose qu'on passe à la slide suivante concernant la dimension statistique, notamment alors de l'inceste. Donc nous avons conduit un sondage en 2020. C'était en décembre 2020, donc avant la CIVIS, donc la Commission indépendante de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs. Je vous invite aussi à aller sur le site de la CIVIS, puisqu'il y a un ensemble de ressources et aussi de données statistiques complémentaires qui ont été conduites depuis 2021 jusqu'à 2023, date à laquelle nous venons d'avoir un rapport final déterminant aussi pour la suite des actions dans la lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs. Nous, ce qui nous avait marqué d'emblée en 2020 dans ce sondage, c'est qu'on arrivait à 32% de personnes qui connaissaient au moins une personne victime d'inceste. Et on peut descendre à la slide qui se trouve en dessous. À la slide suivante, qui concerne là la fréquence. Donc à l'époque, en 2020, donc bien sûr, il y a aussi une question de genre dans les violences sexuelles faites aux mineurs, puisque 8 femmes sur 10 et un homme sur 5 se disaient victimes d'inceste. Nous avons reconduit le sondage Ipsos là, en cette fin d'année 2023. Là, on a un peu plus d'hommes qui témoignent et on pense aussi que ce chiffre va commencer à être plus élevé et qu'on a plus de difficultés à obtenir le témoignage des hommes sur l'inceste qui ont tendance encore aujourd'hui, parfois toute une vie durant, à passer sous silence ces violences sexuelles. Je vous propose qu'on passe ensuite sur la slide suivante qui montre l'évolution dans les sondages qu'on a conduits entre 2009 et 2020.
puisqu'en 2009, lorsqu'on interrogeait les personnes qui se déclaraient victimes, on est passé de 2 millions à 6,7 millions. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir une société qui commence à être plus encline à évoquer la question des violences qu'elles ont subies dans leur enfance. Ensuite, je voulais aborder un autre sujet sur la slide suivante, c'est la question de l'impact des traumatismes dans l'enfance. Parce que nous, quand on lutte contre l'inceste, c'est aussi parce qu'on a cette certitude et quand on sollicite aussi les acteurs du livre de jeunesse pour lutter à nos côtés, c'est qu'on a la certitude que c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique au même titre qu'a pu l'être, que l'est encore, mais en tout cas qu'a pu être le sida aussi pendant de nombreuses années, avant que l'on agisse, au même titre que le tabac. Et là aussi, on a fait des grandes campagnes, au même titre aussi qu'a pu l'être aussi les enjeux de prévention routière pour limiter les accidents et les morts sur la route. Eh bien, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que quand on arrive à 6,7 millions de personnes victimes d'inceste, 2 à 3 enfants par classe, c'est qu'on est vraiment dans un problème systémique et massif qui ne relève pas que du fait divers, qui n'est pas qu'un motif littéraire et culturel qui alimente nos soirées télé, nos lectures ou nos sorties au cinéma, mais on est face à un véritable problème de société. Et face à un problème de société, il faut des actions politiques fortes et surtout qu'individuellement, on soit conscient de ces impacts. Donc là, je vous ai mis un document en fait qui concerne tous les classements des traumatismes dans l'enfance par l'ACE Study. Donc ça nous vient des États-Unis. D'ailleurs, Neige Sino l'évoque dans son roman Triste Tigre, cette référence en fait à toutes ces violences qu'on peut subir dans l'enfance et l'impact qu'elles ont ensuite, si on les cumule, sur notre santé. Donc en fait, un enfant qui cumule des violences dans son enfance, qu'elles soient sexuelles, mais aussi des négligences psychologiques, c'est des impacts en fait qui se répètent dans le temps, qui se répètent dans sa vie personnelle, dans sa vie relationnelle, dans sa vie professionnelle. La commission indépendante donc de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs a notamment fait un travail remarquable là-dessus sur le coût du déni dans l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs et ils sont arrivés à 10 milliards. Donc, il faut imaginer que ça peut être un collègue qui en arrêt de travail, c'est un problème une personne qui va avoir des problèmes avec certaines addictions, avec l'alcool, une personne qui aura plus de difficultés pour s'insérer dans la vie sociale, qui aura plus de problèmes dans ses relations interpersonnelles. Et comme on est dans une société où le déni est encore massif, qui aura d'une part elle-même du mal à faire le lien entre ce qu'elle a vécu dans son enfance et son parcours de vie, et donc du coup qui va pas forcément aussi avoir les soins adaptés. C'est aussi des personnes qu'on voit beaucoup chez le médecin pour des troubles somatiques sans qu'on puisse avoir un parcours thérapeutique et des soins psychocorporels adaptés. Donc en fait, il faut vraiment dire que c'est un phénomène qui, je pense, ampute une partie de la société de ses forces vives et de ses forces créatives du fait d'une inaction globale aujourd'hui. Alors, sur les conséquences, on peut passer à la slide 12 directement. Même après la question, le fait de cumuler, on cumule les traumas, et vous pouvez passer encore à la slide suivante. C'est notamment la question, ouais, voilà, merci. Eh bien, en fait, les personnes qui cumulent des traumatismes, notamment les violences sexuelles dans l'enfance, elles ont plus de risques d'être confrontées donc à des addictions, les drogues, le tabac, l'alcoolisme, des problèmes de troubles alimentaires, de dépression, d'usage de drogue. Et puis surtout, nous, ce qu'on découvre, c'est qu'une personne sur deux qui a été victime d'inceste a eu des conduites à risque et a aussi tenté de se suicider. Alors tout ça n'est pas très positif, mais il faut savoir qu'en réalité, plus on prend tôt en charge les violences sexuelles et plus on a un accompagnement thérapeutique qui arrive tôt, plus un enfant a l'opportunité d'évoquer ce qu'il vit dans la famille, eh bien, on peut complètement réduire ses conséquences et on peut complètement remanier et réviser et revoir un parcours de vie. Donc ça, c'est important de se dire que c'est pas du tout une fatalité. On ne choisit pas sa famille. Pour autant, il y a véritablement très tôt des possibilités d'action. Aujourd'hui, on a vraiment des contenus sur le soin en psychotrauma qui sont très développés, les soins psychocorporels, qui ont été développés aussi dans la lignée des attentats terroristes
qu'on a pu connaître en Europe et dans le monde. Donc, on est en mesure d'accompagner le soin et ces violences sexuelles, hein, parce que ça relève vraiment du psychotrauma. Et quand je fais un équivalent avec les attentats, bah, c'est vraiment la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser l'impact sur la santé physique et psychique, morale et identique. Et on a des ressources aujourd'hui pour accompagner. Donc, je vous propose qu'on passe à la slide suivante pour voir justement ce que l'on peut faire. Donc, Face à l'inceste, c'est une association qui a 20 ans. Malheureusement, enfin, j'allais dire malheureusement dans le sens où, à part ces dernières années, il faut imaginer que la personne qui a créé cette association, elle était un peu seule dans un désert de tabous, de déni et de silence total sur le sujet. Dans ces combats, très tôt et très rapidement, et c'est à nouveau à l'ordre du jour, s'est posé la question de l'imprescriptibilité. Parce qu'aujourd'hui, alors là aussi, la prescription a évolué, mais il y a toujours des enjeux très forts sur le fait que parfois, bah, les victimes, elles vont sortir du déni, parfois 20, 30, 40 ans après les faits. Et parfois, il y a des prescriptions, elles ne peuvent plus porter plainte. D'ailleurs, nous, sur notre site, on a fait un dossier très conséquent sur pourquoi la prescription en France et comment est-ce que, d'un point de vue politique et juridique, on défend la prescription. Donc, notamment apparemment pour que la société s'en porte au mieux. Bon, ça, je pense que c'est à débattre. Sur le fait que l'inceste soit reconnu comme un crime spécifique, donc ça, on l'a obtenu en 2016. Donc sur cette notion de consentement, puisque pour nous, c'était fondamental ce seuil d'âge de non-consentement. Un enfant aime ses parents ou sa famille et il n'est pas consentant au rapport sexuel avec un membre de sa famille. Donc la loi de 2021 est une avancée majeure. La question de la protection de l'enfant, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir à l'esprit, et ça, il y a quelques ouvrages et études qui commencent à en parler en France, mais c'est très, très à la marge. Mais on est dans une société qui est profondément infantiste. Alors, infantiste, il y a notamment Leïla Benoît qui a fait un ouvrage au Seuil sur ce terme, mais qui vient vraiment dire qu'on a un mépris la parole de l'enfant, on a un mépris de ce qui concerne les droits des enfants, on est très nonchalant et très complaisant quant au fait de protéger immédiatement les enfants face aux violences. Et puis, je crois que fondamentalement, il y a cette idée, ben, nous aussi, on a pu subir des violences et puis ils vont s'en remettre. Et il y a quelque chose qui semble dire, c'est la vie est difficile. Et je crois que véritablement, ça doit changer, cette société infantiste. Elle doit vraiment se poser la question de, nous voulons des enfants, nous voulons être en famille, mais quelle sécurité nous apportons à nos enfants? Comment nous les protégeons des violences? Puis, je pense aussi, c'est très lié, je trouve aussi au combat écologique, mais quel monde nous allons leur offrir? Et quel est notre seuil de tolérance à l'égard des violences? On a aussi, nous, la volonté d'informer et former, parce qu'on pense vraiment que c'est en ayant conscience de ces enjeux, conscience de cette réalité qu'on peut déjà commencer à protéger les enfants. On propose aussi sur notre site un plan de prévention gouvernementale, donc avec 3 modèles de prévention sur le principe de ce qui a pu être proposé par l'Organisation mondiale pour la santé, qui reconnaît les violences en général comme un problème de santé publique, hein. L'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs, il n'y a pas à débattre pendant des heures, c'est un problème de santé publique. Et face à des problèmes de santé publique, on est en mesure d'apporter 3 types de prévention. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Donc ça va du dépistage, de la formation, du fait d'informer les enfants. Donc c'est pour ça qu'on pense que notamment les acteurs du livre de jeunesse qui côtoient les enfants, qui s'adressent aux enfants, peuvent aussi participer de cette prévention. Ensuite, la prévention secondaire, elle va s'adresser aux victimes qui sont déjà impactées par ces violences avec les soins et l'accompagnement judiciaire adapté. Et puis, la prévention tertiaire, elle va venir aussi se poser la question sur comment on agit encore plus en amont et notamment sur les potentiels agresseurs sexuels pour empêcher les passages à l'acte et agir aussi du côté des agresseurs. Et puis, on mène des actions de recherche. Là, on se dote en cette fin d'année d'un conseil scientifique et d'un comité juridique. Et puis, on participe à quelques grandes affaires judiciaires assez emblématiques sur la question des violences sexuelles faites aux mineurs. Donc, on peut passer à la suite, après même action, à la slide 15 sur et vous, que pouvez-vous faire pour lutter contre l'inceste? Parce que sur les actions, on milite, on prévient, on informe, on fait des conférences, donc
on peut passer aux actions, si ça vous convient. Alors pour nous, on pense que pour lutter contre l'inceste, qui est un tabou, alors je pense qu'on peut dire qu'en 2023, là, on a quand même donné un bon coup de canif dans le tabou. L'enjeu principal, il se situe dans la parole. Bah déjà, dans le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir envisager d'en parler avec les enfants de son entourage, de pouvoir poser la question, de trouver le cadre et les outils adaptés pour poser la question. Favoriser une parole libre et bienveillante dans un cadre de confiance réciproque et partagée. Lever ses propres freins et tabous pour évoquer la question de la sexualité avec les enfants et les adolescents. Se former et se documenter sur le sujet, hein. Il y a aussi pour les adultes aujourd'hui des podcasts, des contenus pédagogiques. Il y a énormément d'ouvrages qui sont à disposition pour être documentés à la fois sur l'inceste et puis sur tout ce qui relève aussi des enjeux autour de la sexualité. Répéter autant que nécessaire ce qu'il est possible ou non de faire. Alors ça, c'est important parce que je crois qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui minimisent d'une part l'inceste, mais aussi la question de l'inceste entre mineurs. Ça, c'est une donnée, c'est un chiffre qui est en train d'exploser, notamment dans nos enquêtes, à savoir qu'on arrive aujourd'hui quasiment à 16 ou 17% de mineurs, donc souvent des frères, qui sont les auteurs de ces agressions sexuelles. Et donc, la question de poser les limites, c'est de se dire que, et ça, c'est la psychologue Hélène Romano qui le dit, jusqu'à l'âge de 4 ans, un enfant, il découvre son corps, il découvre le corps de l'autre. Mais après l'âge de 4 ans, il n'y a pas de jeu entre enfants, il n'y a pas de jeu avec des cousins sexuels. Et c'est fondamental que les adultes posent des limites très claires sur l'intimité, sur son corps, sur le corps de l'autre. Et rappeler aussi souvent que nécessaire, même s'il faut le rabâcher, ce qu'est le consentement auprès des plus jeunes. Et ça, c'est fondamental. Croire et écouter un mineur qui révèle des faits d'inceste, alors ça c'est souvent une question que j'aime, est-ce l'enfant ment? Je pense qu'il faut s'en tenir, il faut avoir une approche pragmatique et scientifique de ce sujet, hein. C'est 6,7 millions de Français victimes d'inceste, ça fait 2 à 3 enfants par classe. Donc très souvent, en fait, ces enfants, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas directement parce qu'ils n'ont jamais identifié un adulte qui serait capable de recueillir cette parole puisque c'est tabou et qu'on lui a dit de ne pas en parler. Et qu'aucun lieu, je ne connais aucune école ou aucune bibliothèque et aucun lieu où se trouvent des enfants où il y a des affichages adaptés avec le 119 et on rappelle que l'inceste est interdit. Enfin, moi, j'en connais pas. Si vous en connaissez, faites-moi signe. Donc, croire et écouter un mineur qui révèle des faits d'inceste, et il faut arrêter avec cette idée que les enfants mentent, parce que moi, j'ai rencontré plus, voire autant d'adultes menteurs que d'enfants, et le mensonge n'est pas l'apanage des enfants. Le mensonge, et un enfant a autre chose à faire que mentir concernant sa famille. Un enfant qui révèle l'inceste, il faut bien avoir à l'esprit qu'il ne souhaite pas que son parent, que son frère aille en prison. Il veut que ça cesse, il veut que ça s'arrête, il souffre. Donc surtout, ne jamais dire mais tu es sûr, on va aller en parler à tes parents. Cette parole-là, elle est vraiment précieuse si on arrive à vous la confier. Et puis, j'entends aussi des gens qui me disent oui, mais j'ai peur de signaler, l'enfant, il va pas être protégé. La question des violences sexuelles faites aux mineurs, en fait, on veut toujours tous être rassurés en tant qu'adultes sur ce qu'on va faire et si on va bien le faire. Mais en fait, on n'a pas, nous, à être rassurés. On est adulte, on est responsable vis-à-vis des enfants. Donc moi, je ne vais pas vous rassurer sur le fait qu'un signalement va forcément bien se passer. Mais je pense qu'il est fondamental que chaque adulte qui soit en contact avec des enfants soit vigilant sur cette question-là, connaisse le sujet, la réalité, puisse se positionner. On peut faire un signalement, on peut écrire au procureur de la République, on peut s'entourer d'autres adultes aussi qui font partie de l'entourage de cet enfant en dehors de sa famille. Et puis surtout, on peut tout de suite dire à un enfant, je te crois, je t'écoute, ce qui t'arrive, c'est un crime et c'est l'adulte qui a tort de le faire. Tu n'y es pour rien et je vais tout faire pour tenter de te protéger. Ça, en fait, on peut tous le faire. Donc, croire et écouter un mineur, la question de la parole des enfants, elle est fondamentale. En cas d'agression par un autre mineur, il ne faut pas craindre de porter l'affaire en justice. Parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de règlement à l'amiable et il ne faut pas non plus s'inquiéter. Les mineurs, aujourd'hui, ils ne vont pas en prison, hein, ils ont des protocoles de soins et de suivi qui sont adaptés. Mais ça, c'est un vrai enjeu aussi lorsque c'est un autre membre de la famille de se positionner.
et un enfant est en âge de rendre des comptes devant la justice dès l'âge de 13 ans. Et ça, il faut aussi le rappeler aux enfants. On peut passer à la slide suivante sur ce qu'on peut faire également. Rappeler que la question de l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, moi, c'est aussi ce qui m'a marqué en arrivant à Face à l'inceste, c'est que souvent on débat sur la sexualité, les violences sexuelles, ce qui est grave ou ce qui n'est pas grave, et en fait on oublie que c'est dans le code pénal et qu'il y a une loi. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a beaucoup de classements sans suite et qu'il y a très peu de condamnations pour violences sexuelles faites aux mineurs et aux violences en général aussi. Mais pourtant, c'est dans la loi et ça, c'est extrêmement important qu'on l'ait tous à l'esprit. Repérer les signaux d'alarme, mesurer la gravité des faits, ne pas rester isolé, enfin, soi-même aussi quand on est le confident d'un enfant, s'entourer aussi d'autres personnes. Encourager les comportements bienveillants et protecteurs. De manière générale aussi, tenter de se dire qu'on peut être une société bienveillante et protectrice. Avec les ados, parler aussi de la pornographie, de prostitution. Ça, c'est un vrai enjeu aussi, la question de la pornographie, de la pédopornographie, mais qui circule beaucoup trop librement, et de dire qu'aux adolescents, que c'est pas la réalité. Et puis, tout comme le harcèlement qui commence à faire l'objet de campagnes de prévention et de lutte, rappeler aussi qu'on doit avoir une tolérance zéro de manière générale face aux violences faites aux enfants. Et après, plus concrètement, moi, ce que je propose aux acteurs de la littérature jeunesse, c'est sera la slide suivante. Bien, moi, tout simplement, je suis allée, depuis que je travaille sur ce sujet, je suis allée rencontrer des bibliothécaires et j'ai demandé s'il y avait des fonds dédiés. On m'a dit non, parce qu'on a peur de la réaction. En fait, très souvent, les acteurs de la culture, enfin ceux qui travaillent avec les enfants, et je peux les comprendre, c'est qu'ils me disent oui, mais si un enfant vient nous parler, on ne sait pas quoi faire. Alors qu'en réalité, il y a le 119, il va y avoir le 119 professionnel. On commence à en parler, il y a des obligations de signalement. Comme je disais, on peut aussi faire un signalement. Tous, tout à chacun, on peut s'emparer d'un signalement auprès du procureur de la République. Mais moi, je pense que c'est extrêmement important, tout comme maintenant, on a des fonds dédiés en librairie, en bibliothèque, sur le féminisme, l'écologie, qui est un fonds dédié sur les violences sexuelles faites aux mineurs et sur l'inceste, à la fois pour les professionnels, les adultes, mais aussi des fonds et des ouvrages identifiés clairement par les enfants, par les adolescents. Organiser des conférences, des tables rondes. Je sais qu'il y a, je crois que la bibliothèque de Saint-Denis qui va faire une conférence à destination des parents, parce que bon, c'est aussi le plus important, c'est de rappeler, c'est les enfants, rappeler l'interdit de l'inceste, mais surtout les enfants, ils y sont pour rien. C'est les parents et les adultes qui doivent être vigilants sur ces questions-là. Prévoir des affichages, ça aussi, je trouve qu'on le fait très peu, mais prévoir des affichages pour les enfants, des affichages qui sont rassurants, avec des lignes téléphoniques. Pourquoi pas même entamer aussi, quand vous pouvez le faire dans votre entourage, identifier dans un réseau, lancer aussi un travail de mise en réseau sur des professionnels qui seraient à même d'accompagner un enfant victime d'inceste, enfin identifié. On parlait avec les enseignants de sa ville, de son village, avec les médecins, enfin tous les professionnels de l'enfance et du soin qui pourraient être à même aussi d'accompagner les enfants. Je pense qu'on en est là, c'est aussi à nous d'initier ce genre d'action. Par rapport aux affichages, je voulais vous dire, il y a notamment le site parents.fr. Ils nous ont sollicité, ils ont fait une affiche qu'on retrouve sur leur site. Donc, je vous ai mis le parents.fr et sur le site, il y a tout un dossier sur l'inceste avec un affichage, des recommandations aussi d'ouvrages. Nous, on propose aussi une affiche assez simple à télécharger avec qui rappelle la base, qui est en plus plutôt jolie et qui est pas trop angoissante et anxiogène, je pense, pour les enfants. Et puis s'informer sur le sujet et avoir toujours à l'esprit que 2 à 3 enfants par classe sont victimes d'inceste ou de violences sexuelles. Et on peut continuer. Je vous ai fait quelques propositions de publications qui ne sont pas du tout exhaustives. Alors, les premières, elles concernent des publications de Face à l'inceste. Alors, l'une, c'est qui s'adresse aux adultes. Donc, Isabelle Aubry, la précédente présidente de l'association, a fait un ouvrage aux éditions Duno avec Gérard Lepez, qui est un psychiatre spécialisé sur les questions d'inceste, sur 38 questions-réponses incontournables. Donc, ça part vraiment, ça aborde toutes les questions, le soin, le parcours judiciaire, la dimension traumatique. Ça a été mis à jour là en 2022, donc c'est vraiment clair, complet. Si vous voulez tout savoir sur le sujet et comment agir, tout est là.
Et un ouvrage après qui est plutôt pour les professionnels qui travaillent avec les enfants, donc de Patrick Loiseleur qui a été aussi bénévole à l'association, sur comment prévenir, détecter, accompagner les violences sexuelles. Ça, c'est chez Hatier. Et on peut passer à la slide suivante. Là, c'est notre affiche. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur notre site. Il y a un onglet publication. C'est en format A3, donc on la met à disposition. On peut l'envoyer aussi sur demande et ce sera aussi distribué durant le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. On a plus de 2000 exemplaires de cette affiche qui sera mise à disposition dans un espace dédié au salon avec d'autres documentations d'autres associations. Et sinon, vous pouvez la télécharger sur notre site internet. Et puis après, je vous ai proposé quelques publications, mais c'est aussi à vous de vous en emparer, hein. Mais notamment, nous avons Bayard qui, depuis longtemps, propose des guides aussi stop aux violences sexuelles, Mon corps est un trésor. Milan qui a édité cette année un Mes petits pourquoi sur l'inceste. Donc ça, qui sont plutôt dans une approche, on va dire, documentaire. On peut passer à la slide suivante. Là, dans les publications, La princesse sans bouche, Petite Doux n'a pas peur. Mais bon, là, il y en a plusieurs, hein. J'ai pas du tout été exhaustive. On peut descendre encore. J'ai mis ensuite Maylan le loup, les longueurs Claire Castillon. Ce matin, j'étais aussi à une table ronde avec les éditions Talent Haut. Elisa Brami aussi a fait paraître un roman pour les préadolescents que je n'ai pas mentionné ici, mais je ne suis pas le doudou de papa. Et puis enfin, je voulais terminer avec, dans cette présentation, Triste Tigre, un rappelé qui a eu le prix Goncourt des lycéens. Donc, pour bien vous dire que vous pouvez le mettre dans les rayons, l'adresser à des adolescents, ça parlera d'inceste. Peut-être que des adolescents vont venir se confier, hein, puisque si on lève le tabou de l'inceste, il va y avoir de plus en plus d'adolescents, peut-être d'enfants qui vont commencer à parler. Et donc, charge aux adultes et aussi aux professionnels du monde du livre de pouvoir traiter ce sujet avec eux, les accompagner, les renvoyer vers des documents. Et puis, je vous ai mis un autre ouvrage, c'est Grand Silence, c'est une bande dessinée, là aussi qui a été couronnée par plusieurs prix et qui est sur la question de l'inceste. Pour vous dire aussi, nous, sur notre site, on met en lien aussi pour, si vous ne savez pas non plus comment accompagner les victimes, donc il y a le 119, il y a France Victimes. Dans notre plaquette aussi, on rappelle, il y a aussi un numéro pour celles et ceux qui sont attirés ou qui ont envie de passer à l'acte et de commettre des agressions sexuelles sur des enfants. Il y a un numéro qui leur est dédié aussi pour les accompagner, pour les traiter, pour les soigner. Donc, on commence à avoir de plus en plus d'outils et d'éléments. Il va y avoir un 119 professionnel qui va être lancé en 2024. Il y a ces ouvrages. Donc, il faut vraiment s'emparer du sujet. France Victime, hein, qui accompagne les adultes et les enfants également. Et plus on sera nombreux à s'emparer du sujet, et mieux on pourra traiter la question de la protection des enfants. Voilà. Alors moi, j'ai fini. Je crois qu'il y a des questions. Comme je suis sur mon téléphone, je vais essayer de les ouvrir. Oui, bien sûr, le roman de Castillon, Les Longueurs, que j'ai mentionné. Et les cripes, oui, lorsqu'on a un adulte pour laisser... Oui, tout à fait également. Fleur, qui dit que le 119 est plutôt recommandé pour les enfants. Il vaut mieux contacter les cripes lorsqu'on a un adulte pour laisser la priorité aux enfants. Tout à fait, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que vous êtes 46. Si vous êtes convaincu qu'il faut que les acteurs du livre jeunesse peuvent également lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Avez-vous une bibliographie? Moi, j'ai ces ouvrages-là. Je sais que le Salon du livre avait évoqué qu'il ferait peut-être une bibliographie plus spécifique sur le sujet. Je sais que la revue des livres pour enfants, moi, j'ai fait un article en début d'année. C'était sur la figure du méchant. Ils avaient fait toute une bibliographie sur la question du harceleur, violeur et sur la question des agressions sexuelles. Après, moi, je pense que c'est important d'avoir des outils avec lesquels vous vous sentez à l'aise pour les utiliser en médiation. Peut-être que le salon aussi va creuser aussi cette bibliographie. Sur le site de la Civise également, dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont fait une bibliographie qui peut être téléchargée plutôt avec des ouvrages en littérature générale. Mais vous
avez quand même pas mal d'outils si vous cherchez sur Internet, sur ces ouvrages, ces albums. On en a quand même de plus en plus et je pense que ça va continuer à être le cas dans les années à venir. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. J'avais prévu un temps de questions-réponses. Et puis donc, pour vous rappeler aussi, pendant le salon, il va y avoir lors de la journée professionnelle un événement aussi le lundi, donc lundi 4 décembre, donc toute une après-midi sur justement la question des violences sexuelles faites aux enfants. Donc ça va commencer à 13h, notamment avec le juge Édouard Durand qui était à la commission de la CIVID. Et puis ça va se terminer donc avec moi pour passer à l'inceste, l'association Colosse au pied d'argile. Et puis des auteurs aussi qui ont écrit des romans sur ce sujet. Il y aura notamment Sandrine Beau, il me semble, et aussi des éditeurs. Et on va poser la question, en effet, de comment accompagner les auteurs du livre de jeunesse pour les accompagner et pouvoir aussi se positionner et aider les enfants victimes d'inceste. Je vois d'autres questions, une bibliographie. En médiathèque, vous nous conseillez de créer un fonds où on peut mélanger les livres, par exemple, aux albums, aux romans. Oui, moi je trouve que ce serait vraiment bien parce que j'ai cherché, ça c'est Virginie. Euh, et donc, en effet, je pense que ce serait vraiment important d'avoir un fonds dédié. Et je cherche pour une autre. Parce que ça peut vraiment aider des enfants, des adolescents qui n'auront pas osé vous poser la question. Ça peut aider des adultes. Tous ces livres, tous ces ouvrages. Ouais, moi, je ferais un fonds dédié. Un fonds dédié violences sexuelles et peut-être aussi au sens large parce qu'aujourd'hui, c'est documenté, on peut aider les gens. Et puis, tout ce qui relève du France aussi, se dire comment on soigne les personnes victimes de violences. Et Fleur me demande le numéro pour les personnes risquant de passer à l'acte. Alors, je peux vous le donner. Alors il est très long, le 119, il est simple, mais c'est 0806 23 10 63. Ça s'appelle numéro stop. Et c'est trouver de l'aide si je suis attirée par les enfants. Et c'est la CRIAFS. La CRIAFS, c'est une fédération d'associations, elle, qui accompagne. D'ailleurs, je vous invite à voir leur site. Ils font aussi plein de webinaires, de formations en ligne gratuites pour comprendre aussi le passage à l'acte, ce qui se passe chez les agresseurs, la question aussi de la répétition quand on n'est pas soigné, les risques de passage à l'acte. Donc, c'est 0806 23 10 63. Et vous trouvez ce numéro 1 sur notre site, le 119, France Victime également. Voilà. Donc, il y a tous ces numéros, vous pouvez les retrouver sur notre site. Plus un fonds dédié que de mélanger la fiction aux autres fictions. Oui, moi, je trouve que ce serait bien des fonds dédiés. Après, ça peut être peut-être des ouvrages qui sont des doublonnés, mais un fonds dédié qui soit identifié pour les enfants au rayon enfants et puis pour les adultes, ça peut être vraiment intéressant. Auriez-vous, pardon, je vois des références à conseiller de livres à destination des enfants ayant ce même risque de passage à l'acte envers leurs frères, sœurs? Ah, bonne question, Fleur. À ma connaissance, je n'ai pas, je réfléchis, hein. J'ai pas on n'évoque pas, on ne semble pas connaître un ouvrage qui évoque cette question-là en littérature de jeunesse. Mais si quelqu'un a une piste, parce qu'on est en littérature de jeunesse aujourd'hui, l'inceste est souvent évoqué quand même avec le père sur l'enfant, le fille ou le petit garçon. Même si d'ailleurs dans les chiffres aujourd'hui, on voit que le père, c'est 26% des auteurs d'agressions sexuelles. Et après, il y a l'oncle, le beau-père, le frère, le grand-père, le cousin, et ensuite on a aussi quelques femmes. Mais je pense que en revanche, il y a eu un article sur le sujet Fleur dans la revue La Déferlante, et il me semble qu'il y a un documentaire sur France Télé sur ce sujet qui va passer. Il faut se dire que l'inceste, c'est un tabou, mais alors l'inceste entre frères et sœurs, on est sur un sur-tabou, et qu'il est très difficile au sein d'une famille d'imaginer, en effet, de se dire que son fils agresse un autre membre, d'autres enfants dans la famille, ou quand on est dans une famille recomposée, que ce soit un demi-frère ou une demi-sœur. Et alors qu'en fait, c'est fondamental, même si ça nous tombe, on tombe des nues, c'est fondamental en tant que parent très vite d'aller trouver des professionnels formés
Je pense à la CRIAVS et aussi sinon, vous avez des maisons dédiées. Il y a la maison Jean Bru qui, elle, accueille des mineurs auteurs d'agressions sexuelles, mais il n'y a qu'une maison pour le moment. Et est-ce qu'il y a un MOOC sur le sujet en prévision? Alors nous, on n'a pas encore de MOOC. On a travaillé avec mec.org et il y a des contenus qui vont sortir en 2024. Il y a une autre association qui sera présente à Montreuil, c'est Colosse au pied d'argile, qui est une association remarquable. Et il me semble, j'ai vu qu'il y a un MOOC qui a été fait en région Occitanie sur comment prévenir les enfants d'agression sexuelle. Mais j'ai vu ça hier, donc je ne peux pas vous donner la référence exacte. Mais on a un moment, on en parle de plus en plus. Donc, regardez sur le site de Colosse au pied d'argile. Eux n'ont pas de MOOC à proprement parler, mais en tout cas, il y a un MOOC qui a été fait par la région Occitanie sur la prévention également. Et puis, il y a Merci. je vous ai pas mis, mais il y a aussi des courts-métrages et des films sur le sujet. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour toutes ces informations. Je vous Merci. informe que le replay du webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Encore désolée d'avoir commencé un petit peu plus tard que prévu, avec 5 minutes de retard lié à un petit problème technique. On vous remercie d'avoir assisté à cet webinaire et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Oui, merci à celles et ceux qui sont connectés. Voilà, et aux questions-réponses, je vais essayer de répondre à tout. Voilà, merci. Encore merci, Anne-Claire. Bonne journée.